Février 86, Palerme, Sicile. La ville de Palerme est sur les dents. Dans l'enceinte même de la prison, un gigantesque tribunal ultra sécurisé a germé pour un procès exceptionnel. Le président de la cour, incarné par Alfonso Giordano, se trouve dans une situation rare. Il préside un jugement où près de 475 accusés sont réunis, tous issus de la mafia, au nom célèbre, la Cosa Nostra. Au cours du procès, les mafiosi vont tout faire pour ruiner la volonté de la justice italienne. Un exemple, les mafieux demandent la lecture intégrale des différents actes d'accusation. C'est obligatoire à ce moment-là dans la loi italienne. La justice est pieds et mains liés. Il y a près de 400 000 pages à lire. De façon exceptionnelle, le Parlement italien adopte alors une loi sur mesure ne rendant plus obligatoire la lecture des actes d'accusation. Comment et dans quel contexte s'est déroulé ce procès de grande ampleur, appelé le Maxi-procès de Palerme ? Qui sont les protagonistes du premier procès lié à un mafieux repenti ? Direction la Sicile. Quand Toto Riina dort au mitard, les Corleone jouent de la guitare. Les citations de cette chronique sont issues du documentaire 1986, le maxi-procès contre la mafia, diffusé sur la chaîne Toute l'Histoire, et d'extraits de reportages de journal télévisé d'Antenne 2 datant du 10 février 1986. Le doublage est assuré par Benji, et vous en avez maintenant l'habitude, il est toujours présent derrière la console. Sicile, 1981. Niché en plein cœur de la Sicile, le petit village de Corleone et ses 11 000 âmes a tout de la bourgade paisible. Le taux d'ensoleillement y est important, le cadre magnifique. Le piton rocheux, qui se dresse à proximité de la ville, donne un cachet pittoresque à cette campagne montagneuse. Ce village est pourtant le lieu de naissance de l'un des plus terribles parrains de la Cosa Nostra, Salvatore Riina, dit Toto le petit Riina, plus connu sous le nom de Toto Riina. Cet homme va faire régner la terreur dans toute l'Italie, et plus particulièrement en Sicile. Entre 1981 et 1984, une véritable guerre de la mafia s'enracine à Palerme. L'origine de cette guerre réside dans le fait que la mafia veuille diversifier ses activités. En plus de ce qui a fait sa force, le racket, les trafics en tout genre, l'obligation pour les commerçants de payer le pizzo, un impôt en échange de leur protection, la Cosa Nostra souhaite se tourner vers le trafic de drogue, notamment le trafic de l'héroïne en provenance du Triangle d'Or. Sauf qu'en interne, l'entente n'est pas au beau fixe. Toto Riina n'en a que faire. Avec un petit côté entêté, Riina va déclarer la guerre à toutes les familles de Palerme. Comment cette guerre de clans va-t-elle se matérialiser ? Tout simplement par la mort de 2000 mafieux en l'espace de 4 ans. Et pour la première fois dans l'histoire de la Cosa Nostra, Riina et sa bande vont également s'en prendre à l'État. Le président de la région, le chef de l'opposition, le chef de la police, le chef de la magistrature, toutes ces personnalités politiques tombent sous les balles du clan Riina. Dissolution de corps dans de l'acide, torture, assassinat. Riina est un sanguinaire. Emmené par les juges Falcone, Borsellino et Guarnota, un pool anti-mafia va naître dans cette période sombre de l'histoire récente italienne. Explication. La lutte contre la mafia ne pouvait pas être menée par un seul magistrat. Il fallait que l'on se regroupe pour mieux faire circuler les informations. Chacun devait savoir ce que faisait l'autre. La révolution du pool anti-mafia, car c'est vraiment une révolution, on la doit à Giovanni Falcone. C'est lui qui a compris qu'il y avait une logique dans les crimes de la mafia. Ils n'étaient pas isolés les uns des autres. Il y avait un fil rouge qui les reliait entre eux. Avant ça, nos collègues ne faisaient pas la différence entre un procès contre la mafia et un procès criminel classique. La création du pool anti-mafia était devenue une nécessité. À la fin des années 70 et au début des années 80, les représentants de la justice estimaient que la mafia n'existait pas. Les enquêtes n'aboutissaient jamais. La mafia était perçue comme une invention de journalistes. Le pool anti-mafia se heurte à plusieurs facteurs. Leur enquête n'avance pas. Principalement à cause de l'omerta, la loi du silence qui règne à Palerme.
La parole d'un homme, Tommaso Buscetta, va inverser la tendance. Il est reconnu comme le premier repenti de l'histoire à influencer la justice italienne. Il est également le premier à dévoiler le nom de Cosa Nostra. Il décrit l'organisation, désigne les chefs, les familles. Et il faut dire que vu ce qu'a subi Tommaso Buscetta, on comprend qu'il ait eu un désir de vengeance. Une partie de sa famille fut assassinée. 2 de ses fils, le mari de sa fille, l'un de ses frères, son beau-frère et son neveu. Grâce à toutes ces déclarations, le juge Falcone va faire modifier la loi. Le simple fait d'appartenir à la mafia suffit pour être inculpé. Le fameux motif de crime d'association mafieuse vient de naître, et c'est une sacrée révolution en Italie. Le 10 février 1986, après des mois d'enquête et d'interrogatoire, le maxi-procès de Palerme s'ouvre dans un bunker spécialement construit pour l'occasion. Le bunker, construit dans l'enceinte même de la prison de Palerme, est impressionnant. Ça ressemble à un palais des sports, un monument d'art moderne pour une organisation criminelle. Il y a 30 cages avec vitres blindées disposées en demi-cercle. Les mafiosi entreront dans leurs cages respectives par une galerie souterraine. Dans chaque cage, des micros et des caméras. Le cloisonnement sera total. Les cages 28, 29 et 30 seront réservées aux repentis. Il y en a, dont le plus célèbre est évidemment Tommaso Buscetta. Il y aura quelques 355 accusés présents sur 474. Il y en a 119 en fuite. Il faudra répondre d'une centaine de meurtres. Il y aura au milieu de la salle autant d'avocats que d'accusés. La mafia a les moyens. Les jurés et les magistrats ayant droit à des petits appartements de 16 mètres carrés dans cette forteresse pour leur éviter d'aller risquer leur vie à l'extérieur de ce camp retranché, protégé à l'intérieur même par quelques 300 policiers et carabiniers. Les murs sont blindés, la salle d'audience est même protégée par des missiles anti-aériens. Un journaliste italien présent dans l'enceinte a une jolie formule pour décrire l'endroit. C'est un vaisseau spatial judiciaire tombé sur Palerme pour faire une révolution. La justice italienne a peur de la vengeance. Mais la mafia a bien compris que son cas était dans une situation très compliquée. Il n'y aura pas de représailles, tout du moins au début. La mafia jugeant bon d'assumer le combat juridique. La force morale des juges, présidée par Alfonso Giordano, est historique. Beaucoup d'accusés espéraient que le procès s'enlise. Mais je leur ai très vite fait comprendre que nous étions déterminés à aller jusqu'au bout. Les mafieux font tout pour ralentir le procès. Défiant les juges avec une arrogance à toute épreuve, certaines scènes du procès semblent tout droit tirées du parrain. Comme par exemple quand un des mafiosi déclare « J'ai été malchanceux, bon Dieu. Je ne veux pas faire la victime ou le persécuter. Je sais que vous n'aimez pas ça. Mais j'ai vraiment été un pauvre malchanceux, Monsieur le Président. » Ou encore quand un des parrains célèbres, Michele Greco, déclare en tout bien tout honneur « La violence ne fait pas partie de ma dignité. Je répète, la violence ne fait pas partie de ma dignité. » L'un des moments clés du procès se déroule le 4 avril 1986. Absent jusque-là, le mafioso repenti Tommaso Buscetta se présente à la barre. Un silence de plomb englobe toute la salle. Les mafieux veulent clairement lui faire la peau. C'est son ami de l'époque, Giuseppe Callo, qui se tient à la barre. Il l'invective, lui rappelle ses crimes passés, son implication, et bien sûr, lui dit qu'il ne fera plus jamais partie de la famille. La réponse du repenti est digne d'une réplique de film. Je pensais entendre le rugissement d'un lion, mais en fait, je n'entends que le cri strident d'une souris. Fin du game. Le verdict du maxi-procès de Palerme tombera le 16 décembre 1987, 2 ans après ses débuts. Sur les 475 accusés, 360 furent condamnés. 2665 années de prison ont été prononcées contre les mafiosi, de la petite frappe au grand parrain. 114 furent acquittés. Sur ces 114, 18 furent assassinés, notamment Antonino Ciulla, abattu dans sa voiture seulement 1 heure après la fin du procès.
Les juges Falcone et Borsellino vont subir un tragique destin. Ils seront également assassinés dans 2 attentats à la bombe qui choqueront toute l'Italie en 1992. Suite à l'assassinat des 2 juges, figure de proue de la lutte anti-mafia, la Cosa Nostra va subir, au moins temporairement, les foudres du système judiciaire italien jusqu'à la capture du terrible Totò Riina en 1993. Si vous voulez en savoir plus sur ce maxi-procès, le film italien Le traite, Il traditore, en VO, sorti en 2019, revient sur cet événement. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.